Bonjour, je m'appelle Robert Guédiguian et je suis là pour Cinéma Show. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour cette interview. Donc pour ceux qui nous écoutent, on accueille Robert Guédiguian pour son dernier film, La Pivoleuse. On sait que vous êtes un grand habitué aussi du coup du Cinémed. Vous avez été président du jury en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes venu l'année dernière pour votre dernier film Et la fête continue. Et aujourd'hui, du coup, vous présentez La Pivoleuse. J'étais venu en 1981 pour mon premier film. Ah oui, c'était... Il y a une éternité, c'était pas encore, le quorum n'existait même pas. C'est un petit peu votre seconde maison finalement, le Cinémed. Oui, J'allais vous poser quel était votre rapport avec le Cinémed, mais du coup c'est très convivial, c'est Oui, très je suis familial. né sur l'évidence, je connais les fondateurs, je viens d'en croiser un là d'ailleurs, qui est toujours là, l'autre a disparu, hélas. Pitio, je veux dire, là je viens de rencontrer Talva, ouais, Jean-Pierre Mbizana est un ami, enfin je connais tous les gens qui sont ici depuis le début. Oui. J'étais au début avec eux. Voilà. Vous êtes un petit peu un des piliers fondateurs Voilà. finalement. Ok, est-ce que du coup je peux vous demander la genèse un petit peu du film La Pivoleuse? Oui, c'est allé très vite. Vous savez, c'est simplement, j'ai appris que quelqu'un autour de moi, mon chef monteur d'ailleurs pour tout dire, avait une dame comme ça qui s'occupait de sa maman, une dame, ce qu'on appelle une aide à domicile. Et il a appris qu'elle était plus ou moins soupçonnée parce que le fils d'une autre dame dont elle s'occupait avait porté plainte d'avoir piqué un peu d'argent dans le portefeuille, quoi, voilà, et d'avoir fait quelques faux chèques et tout ça. D'accord. Et bon, lui, il ne s'est jamais plaint de cette femme, il aimait beaucoup, ça fait 30 ans qu'elle était avec sa mère. Et d'un coup, ça, simple idée-là, qu'il m'a raconté pendant qu'on montait le film précédent, je me suis dit, tiens, il y a un sujet. Et c'est parti de là. Donc en fait vous vous inspirez souvent des histoires que Oui. vous avez entendues ou que vous avez vues. Vous Oui. partez de la réalité que vous avez vue. Souvent, enfin, ça donne une sorte de... une impulsion, l'impulsion d'une trame narrative. Enfin, déjà, je me dis, voilà, il y a un personnage qui habite dans un quartier, qui s'occupe des ordres, que tout le monde aime beaucoup. Tout ça, ça fait des scènes, des personnages, petit à petit on construit, sans savoir exactement où on va aller, bien entendu, mais en général, on va assez vite. J'écris souvent avec Serge Valetti, qui est un auteur de théâtre, essentiellement. Donc, on cherche, on avance, et petit à petit, clac, on trouve une nouvelle idée. On va parfois où les personnages nous amènent alors qu'on ne s'y attendait pas. Voilà. Mais c'est dans le réel en général que l'étincelle arrive, oui. Ok. Et du coup, est-ce que à partir de cette base qui est réaliste, vous avez d'autres inspirations? J'ai vu dans votre film que vous parliez de Victor Hugo aussi, enfin vous le faites parler du moins. Est-ce que vous avez d'autres inspirations que vous avez en amont ou elle vient pendant que vous décidez de réaliser le film? Oui, mais on est même surpris parce que, étrangement, si vous voulez, si on écrit, il faut à la fois... On a toujours le sentiment de l'extérieur, les spectateurs, le public, que l'écriture est une chose extrêmement maîtrisée. Or, il faut énormément de spontanéité, de laisser aller pour écrire. C'est-à-dire il faut laisser arriver des idées toutes seules, des idées qui sont à l'intérieur de nous. Dans les idées qui arrivent comme ça et qui arrivent à la surface, qui viennent affleurer et qu'on récupère, ce sont celles-là qu'on écrit. Il y a aussi des citations, il y a aussi des influences, il y a évidemment des choses qui se passent dans la réalité, des choses qui se passent dans notre entourage, des choses qui se passent dans nos vies. Au moment où on écrit, on peut avoir perdu un être cher, on peut avoir vécu un mariage heureux, on peut avoir eu un enfant qui a réussi le baccalauréat. Enfin, c'est des choses qui... On est en train d'écrire, il se passe notre vie continue. Donc tout ça vient se mêler à la fabrication de l'histoire en cours. Et donc, comme je vous le disais aussi, des citations, des choses qu'on a toujours aimées. Il peut arriver du Shakespeare, il peut arriver du Victor Hugo, il peut arriver une pièce de Tchekhov, à laquelle on a souvent pensé qu'on aime beaucoup. Enfin, qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'il peut arriver une inspiration venant de là. Et on tire tous ces films-là. Non ? Et du coup, comme vous parlez beaucoup de spontanéité et autres dans cette manière d'écriture, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment se déroule, on va dire, une séance d'écriture type ou une journée de tournage type? Je sais qu'elle change forcément, café, mais d'abord. un café, c'est pas mal. Un café, mon scénariste m'a même des croissants toujours parce qu'il est gentil, il arrive de l'extérieur, il travaille chez moi, donc il arrive avec des croissants. Je fume un petit cigare, parce qu'il fume des petits cigares, ce que je ne devrais pas faire, mais bon. Ça va, Et c'est du là, je cigare. ne peux pas résister à la tentation.
Et puis on parle en fait, surtout, on commence à parler, quoi. Donc on parle de choses et d'autres d'ailleurs, on ne parle pas forcément du sujet sur lequel on a commencé à travailler, mais de l'actualité, de ce qui s'est passé la veille, de comment va le cousin. J'ai eu des nouvelles d'un ami, là, tiens, tu te souviens, etc. Bon, on bavarde, et puis et d'un coup, presque d'un coup, d'un seul, c'est et si le personnage se cassait la jambe à ce moment-là, qu'est-ce que ça donnerait? Ah oui, si se casse la jambe, et ça part sur des choses comme ça, voilà. Mais peut-être que les habitants disent non, il ne va pas se casser la jambe, c'est débile, il ne se casse pas du tout la jambe, il arrive à l'endroit où il voulait aller, et voilà, comme ça, dans une espèce de dialogue qui s'éloigne du sujet, qui revient, qui s'éloigne, qui revient, comme... C'est une manière en fait très organique et très vivante d'écrire, puisque c'est avec les aléas de l'instant T en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de coécrire parfois avec un auteur de théâtre, ou ça s'est fait naturellement? Non, ça s'est fait naturellement parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup au théâtre. J'avais vu pas mal de pièces. Bon, il est marseillais aussi, c'était Marseillais, il habitait à Avignon. C'était des auteurs les plus joués en France aujourd'hui. Il a mon âge, dans la même génération. Et un jour, sur un sujet précis où il fallait développer, ça s'appelait Au fil d'Ariane. C'était un sujet où il y avait beaucoup de fantaisie. D'ailleurs, on avait appelé le film une fantaisie. Et je me suis dit que ça serait idéal d'écrire avec lui parce qu'il a un truc... L'étincelle. Il a une note baroque, on pourrait dire. Il a quelque chose d'un peu... bon. Et que j'ai moi, que j'ai pas. Donc je pensais vraiment qu'il pouvait m'amener des choses. Et depuis, ça a bien fonctionné. Donc depuis, ça fait 5 films que l'on écrit ensemble. Ouais. C'est vrai que sur 24 films, si je dis pas de bêtises, ça fait beaucoup 5 films. Oui, c'est bien. Je sais que vous avez écrit votre film en 6 mois, on va dire, enfin pas, vous avez écrit, tourné et la post-prod, tout ça en 6 mois, oui. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'autant créer? Parce que pour avoir créé 24 films et des fois en un temps si court, c'est qu'il y a forcément une énergie, quelque chose qui vous anime de... Oui, on peut dire ça, mais dans ce cas-là, comment dire, dans mon cas, là, c'est une espèce de... c'est une sorte de mode de vie aussi, hein, c'est-à-dire que, bon, après tout, si je me lève le matin et que je vais tourner, en plus je vais tourner avec mes meilleurs amis, mon épouse, mes meilleurs amis, etc., des gens que je connais un peu moins, mais que je connais bien quand même, quelques techniciens, etc., bon... Voilà, puis après on va manger ensemble. En fait, c'est une manière de vivre, hein. C'est-à-dire c'est comme si j'allais à... C'est une espèce... Quelqu'un dans le public hier disait, on dirait un grand artisanat, quoi. Comme un boulanger qui fait du pain. Avec oui, j'ai entendu ça. Voilà, c'est assez joli. C'est vrai que tous les matins, je me lève et je pétris la pâte, enfin de la mienne, donc de pâte, hein, et la pâte de tous mes amis autour de moi pour qu'il en sorte un pain nouveau. Voilà. Mais qui a quand même le goût du pain ancien, hein, mais bon... Avec forcément des variations. C'est pas le même jour, la température n'est pas la même, enfin bon, voilà. De toute manière, c'est par une envie pure. Voilà. Je veux dire, c'est un mode de vie, c'est comme l'air que je respire. Donc c'est même pas une nécessité, c'est même pas une urgence. C'est qu'au fond, si je pouvais, je tournerais bien toute la journée, tous les jours, toute l'année. C'est vrai que finalement ça fait sens. Voilà. Et j'avais aussi une question parce que dans vos films, j'en ai vu 2, je vous découvre depuis très récemment, mais dans les 2 que j'ai vus, et La Fête continue et La Pie voleuse, je vois que la musique a vraiment une place très présente. J'ai l'impression qu'elle est au service du personnage un petit peu qui anime le film. Dans La Fête continue, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un ton lyrique assez merveilleux, assez tragique, qui servait les personnages dans leur espoir. Et dans La Pie voleuse, il y avait cette musique classique, ce piano avec élégance et délicatesse. Est-ce que c'est voulu que la musique et le personnage soient, comment dire, en coopération comme ça, ou est-ce que c'est un pur hasard? Non, je crois que... En tout cas, c'est surtout vrai sur ces 2 films-là. D'accord. Et pas forcément sur les films précédents. Et sur ces 2 films-là, il y a quelque chose qui a changé un petit peu. C'est vrai que le rapport que j'ai avec Michel Pétrosian, parce que c'est lié aux individus que l'on rencontre aussi. Michel Pétrosian, c'est le compositeur. Et le rapport que j'ai avec lui, de confiance, d'amitié, tout simplement, on est bien quand on travaille ensemble, quoi. Voilà, c'est agréable. Donc, m'a fait effectivement avancer le montage en même temps que lui. C'est-à-dire, il fait de la musique pendant que nous montons le film. Et donc, il y a des allers-retours sans arrêt. Il m'envoie des maquettes, bien sûr, mais il m'envoie des maquettes que j'utilise dans le montage, que parfois je renvoie, parfois j'accepte. Après, je lui envoie des images, lui-même change sa maquette. Enfin, il y a une espèce de va-et-vient. Et en général, c'est vrai, c'est pour dire un petit peu
d'une manière toujours un peu décalée, un peu étrange. C'est pour dire quand même l'état dans lequel est le personnage. Parce que c'est presque... Il y a des moments dans ce dernier film où je trouve que la musique ressemble presque à la musique de films muets. Il y a quelques scènes sans dialogue où il n'y a que de la musique. Et là, si vous regardez des vieux films muets, vous apercevrez que la musique était là pour faire parler, enfin, pour ajouter presque du dialogue. C'est aussi pour dévoiler réellement l'intériorité. Oui. C'est pour rendre plus intime, peut-être avoir donné ceci au Oui, ce que spectateur. pense le personnage à ce moment-là, on peut le donner par la musique. Si effectivement, si c'est pas une scène de dialogue, s'il ne le dit pas directement, s'il ne dit pas je pense que, il peut avoir une action, il peut avoir une musique qui accompagne cette action et qui nous indique dans quel état est le personnage. Ok. Et je sais que aussi, je parle de la musique qui est assez omniprésente, mais il y a aussi Marseille qui est omniprésente dans la plupart de vos films. Pourquoi cette ville entoure beaucoup de vos films? Est-ce qu'il y a une raison ou c'est juste pour la beauté? La raison la plus évidente, c'est que j'y suis né. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai commencé donc, à tourner là-bas. Un premier film, il y a très longtemps maintenant, il y a 40 ans. Je ne pensais pas en tourner autant que ça et pas forcément au même endroit. Mais peu à peu, c'est devenu une espèce d'affirmation aussi d'une théorie. Quelle théorie? Je crois que si on veut parler au monde entier, il faut parler de son village en fait. Et je crois que le monde entier est incarné dans tous les villages du monde. En fait. Je crois que, si vous voulez, c'est une dialectique entre l'universel et le particulier qui est imparable. C'est-à-dire, je pense que chaque individu concentre l'humanité entière, chaque village concentre le monde entier. Donc si on veut faire des choses les plus larges, les plus généreuses, les plus offertes au monde, il faut parler de chez soi. D'une certaine manière, bien entendu, en allant y chercher ce qu'il y a effectivement d'universel. Et pas ce qu'il y a de très très particulier. Les deux sont complètement liés. Vous voyez, c'est pas... Donc de cette manière-là, j'ai toujours dit que les sujets, les textes que j'écrivais, le film que vous avez vu hier, peut évidemment, sans changer un mot, être raconté partout dans le monde. Donc le scénario vaut pour tous. Simplement le fait d'avoir tourné là lui donne, j'allais dire, une forme particulière. Et nous existons dans des formes particulières. Pourtant, nous nous ressemblons tous, nous sommes tous les mêmes. Merci pour cette réponse que je trouve très belle. J'avais aussi une autre petite question, parce que je sais que vous avez, une manière de travailler très familiale. Vous tournez avec les mêmes équipes, souvent à Marseille du coup. Comment on pourrait faire pour travailler avec vous? Est-ce qu'il faut forcément être de Marseille Non. rejoindre cette famille? Non, pas forcément. Daroussin, par exemple, et de Courbevoie, tout près de Paris. Il y a des exceptions. Grégoire le Prince-Seringuet, parisien aussi, Robinson Stevenin aussi, donc dans les plus jeunes. C'est surtout Ariane et Gérard, mais Ariane et Gérard sont des amis, Marius et Jeannette, donc sont des amis d'enfance en fait. On se connaît depuis toujours. Non, il ne faut pas... Non, le fait est que, comme dans une troupe, j'allais dire, il y a des vieux, des jeunes, des garçons, des filles. Bon, tant qu'il y en a, grosso modo, comme je n'ai jamais renvoyé personne, tant qu'il n'y en a pas un qui est renvoyé, il n'y a pas de place. C'est la famille, elle se construit. Pas de place. Donc c'est vrai que là, il y a eu par exemple donc, la disparition, j'en ai parlé un peu hier, de Jacques Boudet, qui était de Montpellier, et qui était une immense amie. J'ai fait 20 films avec lui, enfin, je ne m'en souviens plus. Il jouait toujours le personnage du vieux dans tous mes films, parce qu'il avait 20 ans de plus que nous. J'allais dire, aujourd'hui, dans la troupe, j'ai pas de vieux. Il va falloir que je trouve un vieux. C'est super. Si jamais il y a des personnes qui veulent... Là, c'est un appel. Je cherche dans ma troupe quelqu'un pour jouer les vieux monsieur. Je n'en ai pas. J'ai des vieilles dames, d'ailleurs, mais j'ai pas de vieux monsieur. Et Marie-Lou, la jeune fille qui est venue pour la première fois travailler avec moi dans ce film, qui elle est de Narbonne, est venue aussi parce que, d'abord, évidemment, parce que je la connaissais, bien sûr, par ailleurs. Je l'avais vu jouer, etc. Mais elle est venue aussi parce que quelqu'un d'autre a fait des fictions aussi. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est souvent ça. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas là, ou est sur un autre film, ou est malade, ou est décédé, là, parce que c'est le cas de Jacques. Et là, il y a une possibilité d'entrer. Je parle pour des rôles importants, bien sûr. Sur des rôles plus secondaires, chaque année, encore que on a mis en place un système, y compris de recherche de figuration et tout ça, on a nos listes. Moi, j'ai mes listes de figurants avec des gens que je connais très 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 bien, qui ont fait 7-8 films avec moi, les figurants.
Ça aussi, ça continue dans le temps. Oui. Je vais déjà devoir vous poser mon avant-dernière question. Hier, je vous ai entendu dire qu'il y a un fil en équilibre entre émotion et intelligence, et qu'on attend des films d'avoir deux qualités, nous émouvoir et ne pas nous rendre idiots. Et comment vous arrivez à trouver cette justesse-là? Non, c'est difficile parce que je pense qu'il faut sans cesse avoir cette considération à l'esprit comme un impératif, une règle à respecter, comme une règle morale presque, j'allais dire, qui doit guider notre action dans le cinéma. Il faut y penser. Mais il n'y a pas une règle technique. C'est-à-dire, il faut essayer d'arriver à cela. Mais on n'y arrive pas toujours. Parfois, on tombe d'un côté ou de l'autre. On est un peu plus du côté de l'intelligence, du froid, pour parler comme ça, ou un peu plus du côté de l'émotion, un peu trop parfois, donc du chaud. C'est vrai que ça se mesure à chaque plan, quoi. Je fais un plan et il faut penser à ça, comment le plan va être lu, et donc à quel moment on l'arrête, à quel moment on serre un peu plus ou pas, des choses comme ça. Bon. Et après, ça se décide évidemment au montage, avec tout le matériau qu'on a. Là aussi, on dit, bon, est-ce qu'on insiste? Est-ce que c'est tout bête, hein, est-ce que deux personnes qui se séparent, ils ne veulent plus jamais se voir, et le spectateur sait qu'ils ne vont plus jamais se voir. J'allais dire bizarrement, dans ces cas-là, les Américains font 8 ou 10 chant contre chant. D'accord. Avec de la musique. Voilà. Et le public du monde entier pleure. Les Français sérieux, rébarbatifs, intello, font juste un échange de regards. Et c'est idiot parce que personne ne pleure. On n'a pas le temps de s'émouvoir. On voit juste que les gens se séparent. Ben moi, je fais 5 chants contre chant. Je joue entre la position américaine et entre la position française, on va dire. Pour terminer, on a toujours une question dans The Cinema Show. C'est est-ce que vous avez des recommandations ou un coup de cœur que vous avez vu au cinéma dernièrement à nous partager? J'ai beaucoup aimé le film de Jacques Audiard. Jacques Audiard, oui. Le dernier qui vient de sortir, j'imagine. Oui, parce que je trouve qu'il y a une vraie jubilation de cinéma, c'est-à-dire qu'à son âge, il aime encore faire du cinéma et ça se voit, ça lui plaît, quoi. C'est communicatif. Quand quelqu'un aime bien faire quelque chose, quoi qu'il fasse, nous spectateurs ou consommateurs de ce que le personnage fait, ça ajoute au plaisir. Donc je crois c'est ça que j'admire. Et j'admire aussi, au fond, la manière dont il prend à bras le corps des problèmes extrêmement contemporains. Bon. C'est vrai que le transhumanisme, la question de la transsexualité est une question, il y a 15 ans, 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'elle soit posée avec autant d'acuité aujourd'hui. Bon, donc il prend quand même accord. Et sous une forme étrange, un polar, presque une série B, parfois, il mélange de la comédie musicale, donc il est très libre formellement. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement gonflé, quoi. Et du coup, c'est le film qu'on va vous conseiller à vous qui nous écoutez. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu nous répondre à nos questions. Merci à vous. Can she be late for her cinema?